Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur l'application du machine learning dans l'identification des défauts de crédit. Ici, il s'agit d'une problématique financière, principalement une problématique qui touche les banques. L'apprentissage automatique peut être utilisé par les banques pour identifier à l'avance les demandeurs de crédit qui sont susceptibles d'être en défaut de paiement, ce qui est crucial pour les institutions financières, les prêteurs et les établissements de crédit afin de minimiser les risques et les pertes associées aux prêts bancaires. Donc, nous allons dans un premier temps construire le modèle, un modèle de machine learning qui va prédire la probabilité qu'un demandeur de crédit soit en défaut de paiement ou pas. Et j'ai déjà réalisé une formation sur cette chaîne YouTube en utilisant le langage R sur le risque de crédit. Cette fois-ci, je vais utiliser Python, qui est quand même l'un des langages, sinon le langage le plus populaire en data science et en intelligence artificielle. Donc, je disais tantôt que nous allons, dans un premier temps, construire le modèle. Je vous montrerai les étapes de la construction d'un modèle de machine learning appliqué au risque de crédit. Et vous allez pouvoir appliquer ces étapes, en tout cas ces connaissances-là, à d'autres types de projets d'apprentissage automatique. Et dans un deuxième temps, nous allons construire une application web qui va intégrer le modèle. Et cette application pourra être utilisée pour prédire si de nouveaux clients, donc c'est-à-dire de nouveaux demandeurs de prêt, seront en défaut de paiement ou pas. Donc, sur cette image, vous avez l'interface graphique que nous allons construire avec Streamlight. C'est une interface toute simple, une interface qui vous permettra de rentrer les caractéristiques de la personne qui demande le crédit. Ça peut être ses statuts de paiement, ça peut être ses caractéristiques telles que son âge, son sexe, si la personne est mariée ou pas. Donc, vous rentrez les informations, vous cliquez sur le bouton prédit et l'application va vous donner le résultat de la prédiction. Donc, il vous dira par exemple, est-ce que le client ne sera pas en défaut de paiement ou bien le client sera en défaut de paiement en fonction des caractéristiques que vous avez rentrées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'application vous donne un diagramme à barres avec deux barres montrant respectivement les probabilités de défaut de paiement et de non-défaut de paiement. Donc, voilà ce que nous allons réaliser au cours de ce tutoriel. Donc, je vous invite à suivre attentivement jusqu'à la fin pour bien comprendre et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je laisserai tous les liens possibles pour que vous puissiez réaliser ce tutoriel à votre niveau. Je vous invite déjà peut-être à coder au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. Ça vous permet de mieux apprendre. Et je vous laisserai le lien aussi des données que j'ai utilisées. Je vous laisserai aussi le lien du notebook, et aussi le code de l'application. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les fonctions que j'ai utilisées. Mais ce lien, je tiens à le préciser, les ressources seront payantes, moyennant vraiment une petite somme. Aussi, c'est en fait dans le but aussi de soutenir cette chaîne YouTube que je fais cela. Mais de toute façon, si vous suivez ce tutoriel, vraiment, vous allez pouvoir le réaliser vous-même sans forcément acheter les ressources que sont le code du modèle, donc le notebook qui a permis de générer le modèle et aussi le code de l'application. J'ai plusieurs vidéos sur le machine learning sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. Et j'ai aussi plusieurs vidéos. J'ai même toute une formation sur le développement d'applications avec Streamlight sur cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi aller regarder. Mais ce projet, c'est un projet réel, c'est un projet concret qui va vous permettre d'appliquer vos connaissances en machine learning et en développement d'applications web. Donc, ceci étant dit, nous allons rapidement aller dans le code. Donc, ici, je travaille dans Visual Studio Code, qui est un éditeur de code pour Python et aussi pour d'autres langages. C'est vraiment un éditeur de code que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple d'utilisation, il a des extensions très intéressantes, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de code que vous voulez. Vous pouvez utiliser par exemple Anaconda, Jupyter Notebook, vous pouvez même utiliser Google Colab. Vraiment, c'est au choix. Alors, ici, j'ai un notebook et dans ce notebook, j'ai en fait, c'est un template, d'accord, que nous allons utiliser. Tout d'abord, nous allons commencer par importer les données. Donc, je vais vous montrer comment importer les données. Nous allons ensuite effectuer une analyse exploratoire des données, ce qui est très important pour tout projet de machine learning. Après l'analyse exploratoire, nous allons passer à la division des données en trois ensembles, un ensemble d'entraînement, de validation et de test. Nous allons construire le pipeline de modélisation avec toutes les étapes de pré-traitement des données, telles que l'encodage des variables catégorielles, la standardisation des variables numériques, etc. Et entraîner ce pipeline pour former un modèle. Et nous allons passer au réglage des hyperparamètres du modèle
en utilisant une recherche par grille, c'est-à-dire une grille sèche. Et je vous montrerai comment évaluer la performance de votre modèle sur les données de test et aussi comment utiliser votre modèle pour faire des prédictions, donc des inférences sur de nouvelles observations. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de choses qui n'apparaîtront pas dans ce notebook, c'est-à-dire les fonctions que j'utilise. Donc, j'ai créé un fichier Python où j'ai mis toutes les fonctions dont j'aurai besoin pour ce travail-là. Donc, il y a plusieurs fonctions ici que j'ai définies et ces fonctions, je vais donc les utiliser dans le notebook. C'est pour cela que j'importe ici ce module-là. Donc, ici, from credit card défaut utile. Ça, c'est mon fichier, c'est le nom de mon fichier Python dans lequel est répertorié toutes mes fonctions que je vais utiliser. Je fais import en mettant le symbole astérisque, ça veut dire que j'importe toutes les fonctions de ce module-là. Donc, je commence à importer les librairies qui vont me permettre de travailler. Donc, je travaille dans un environnement virtuel Python. Donc, vous pouvez créer le vôtre ou même utiliser l'environnement global de Python qui est installé dans votre machine. N'oubliez pas d'installer les librairies Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn parce que ce sont les librairies que nous allons utiliser pour réaliser ce tutoriel. Et une fois que j'ai importé les librairies, je vais aussi importer mes fonctions, donc les fonctions dont je vous parlais tantôt, et la source de mes données. Donc, la source, les données proviennent de UCI Machine Learning, c'est un répertoire de données destiné à l'entraînement en apprentissage automatique. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs jeux de données totalement gratuits qui vont vous permettre de vous entraîner en machine learning. Donc, je clique par exemple sur le lien. Voilà, donc ici, vous avez le lien des données. Donc, vous pouvez lire la documentation, c'est très important de comprendre les données que vous utilisez lors d'un projet. Ici, vous faites un clic droit sur Download pour copier le lien. D'accord? Donc, copier le lien. Et c'est ce lien que nous allons utiliser pour importer directement les données dans notre notebook. Nous n'allons pas le télécharger manuellement. Nous allons écrire un code pour cela. Donc, je reviens dans le notebook et pour vous dire un peu, l'ensemble des données utilisées dans ce projet a été collecté dans une banque taïwanaise. Et ce sont des données qui datent d'octobre 2005. Donc, l'étude était motivée par le fait qu'à cette époque, les banques accordaient beaucoup de crédits aux clients. Et malheureusement, certains clients viennent à ne plus pouvoir rembourser leurs prêts. Donc, tout cela conduit à des situations dans lesquelles certaines personnes n'ont pas pu rembourser leurs dettes impayées. En d'autres termes, ils n'ont pas pu rembourser leur crédit. Donc, l'objectif de l'étude est d'utiliser certaines informations de base sur les clients, telles que leur âge, leur sexe, leur niveau d'éducation, etc., ainsi que leur antécédent de remboursement pour prédire lesquels d'entre eux étaient susceptibles de faire défaut de paiement. Donc, voilà le contexte. Et donc, nous allons commencer par importer les données. Donc, d'abord, télécharger ces données-là. J'ai créé une fonction download raw data que j'ai appelée download raw data. Cette fonction va me permettre en fait de télécharger le dossier zip dans lequel se trouve mon fichier de données. Donc, regardez mon environnement ici, il n'y a que mon notebook, il y a le fichier Python et une image, donc l'image de l'introduction. Et quand je vais exécuter ce code, vous allez voir que plusieurs fichiers vont apparaître ici, donc le dossier zip contenant le fichier de données et le fichier, voilà. Donc ici, vous avez le fichier Excel qui est en fait le fichier de données. Ça a été téléchargé automatiquement. Donc si je clique là, il me dit qu'il ne peut pas lire. Donc c'est un fichier Excel, c'est normal. Mais vous pouvez l'ouvrir directement à partir de votre, par exemple à partir de Microsoft Excel ou bien à partir d'un tableur que vous avez dans votre ordinateur. Donc une fois que j'ai le fichier de données, maintenant je peux lire, je peux importer les données. Donc je vais faire raw df égale. J'ai aussi créé une fonction read raw data qui va me permettre en fait d'importer les données en data frame pandas. Voici donc ma data frame RAW-DF qui a 25 colonnes. Je peux regarder les informations que j'ai au niveau de cette data frame. Donc, j'ai une data frame qui fait 30 000 observations, donc 30 000 lignes et 25 colonnes. Donc, vous avez des colonnes comme le montant. Donc, j'ai mis la définition de chaque colonne parce que il est très important de comprendre les variables de votre ensemble de données. Si vous ne comprenez pas les variables de votre ensemble de données, vous n'allez pas pouvoir travailler.
Donc, il y a des variables très compréhensibles, par exemple le sexe, l'éducation, le mariage, etc. On comprend rapidement l'âge, mais il y a d'autres variables qui sont moins compréhensibles et du coup, il faut aller chercher dans la documentation. C'est très important. Donc, ici, je vais vérifier si chaque ligne de ma data frame, en fait, identifie de manière unique un seul client. Donc, j'ai une colonne ID qui est la colonne identifiant. Je vais vérifier si le nombre de valeurs uniques de cette colonne est égal au nombre de valeurs de ma data frame, au nombre d'observations dans ma data frame. Donc, pour ce faire, je fais tout simplement row df ID et je compte le nombre de valeurs uniques de cette colonne. J'ai 30 000 valeurs uniques dans la colonne ID et j'ai 30 000 observations. J'ai 30 000 lignes aussi dans ma data frame. Ça veut dire que la colonne ID identifie de manière unique chaque observation de la data frame. Donc, ce qui veut dire que chaque ligne de ma data frame correspond à un seul client. C'est très important de pouvoir comprendre cela pour mieux interpréter vos résultats. Alors, j'ai cherché à regarder la signification de chaque variable. Donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé ce lien Kaggle où vous pouvez aussi télécharger le jeu de données à partir de ce lien Kaggle. Et donc, ils ont défini en fait chaque variable. Donc, ID, c'est l'identifiant de chaque client. Limit BAL, c'est le montant du crédit accordé en dollars taïwanais. Le 16, donc 1, c'est pour représenter les hommes, 2, c'est pour représenter les femmes. Il y a le niveau d'éducation. Donc, le niveau d'éducation, il y a 1, c'est diplômé d'une école supérieure, ce qu'on appelle les grandes écoles. 2, c'est université. Donc, la personne a suivi des études universitaires. 3, c'est lycée. Donc, la personne a un niveau lycée. 4, c'est autre. Et 5, c'est inconnu. 6 aussi, c'est inconnu. Mariage, c'est le statut matrimonial. 1, c'est marié. 2, célibataire. 3, autre. Âge, c'est l'âge de la personne en année, bien sûr. Et vous avez des variables P0 à P6, c'est le statut de paiement. Donc, vous avez le statut de paiement en septembre 2005. -1, c'est que c'est un paiement régulier. 1, c'est un retard de paiement d'1 mois. 2, c'est un retard de paiement de 2 mois, etc., etc. 8, c'est un retard de paiement de 8 mois. Et 9, c'est un retard de paiement de 9 mois et plus. Donc, P2 aussi pareil, c'est statut de paiement en août 2005 et l'échelle est identique à P0, etc. Vous avez les variables bill AMT, donc c'est le montant de la facture, d'accord? Dans le montant de la facture en septembre 2005, en août 2005, etc. Et vous avez enfin le montant du paiement précédent, donc les variables P, AMT, c'est le montant du paiement précédent. Donc, vous savez, quand vous faites un prêt, vos paiements sont échelonnés. Donc, chaque mois, vous avez un montant à payer. Donc, ils ont aussi listé les montants de paiement précédents. Et la variable cible, c'est la variable défaut paiement, qui est une variable binaire. Donc, en fait, ils ont collecté les données de avril à septembre 2005 et ils veulent utiliser ces données pour prédire les clients qui seront en défaut de paiement en octobre. D'accord? Donc, ici, on a une variable cible qui donne les résultats. Donc, 1, ça veut dire que oui, la personne a un défaut de paiement. 0, non, la personne n'est pas en défaut de paiement. Et donc, l'objectif est de construire un modèle de machine learning qui va permettre de faire cette prédiction pour de nouveaux clients. Voilà la compréhension des variables de ma data frame. Mais avant de rentrer dans l'analyse exploratoire, j'aurai besoin de reformater un peu mon jeu de données, en fait, en mettant, par exemple, en renommant les noms de colonnes, d'accord, en créant de nouveaux noms de colonnes, en faisant un mappage des nombres aux chaînes de caractères, en convertissant certaines colonnes en chaînes de caractères. Donc, regardez, par exemple, les colonnes statut de paiement. Et Panda les a importées sous forme d'entiers naturels, alors qu'en réalité, c'est des catégories. Regardez, le statut de paiement, on a dit -1, c'est un paiement régulier, 1, c'est un retard de paiement d'1 mois, et 9, jusqu'à 9, retard de paiement de 9 mois. Ça, c'est des catégories. Et ça, c'est même une variable catégorielle ordinale, puisque ça suit un ordre donné. Contrairement au mariage, par exemple, c'est une variable catégorielle nominale. Ça ne suit pas un ordre donné. Les mariés ne sont pas supérieurs aux célibataires, les célibataires ne sont pas supérieurs aux mariés, et vice-versa. Donc, ça, c'est, par exemple, le sexe aussi, c'est une variable catégorielle nominale, d'accord? Il n'y a pas d'ordre. Mais par contre, le statut de paiement, c'est une variable catégorielle nominale et ordinale plutôt. Catégorielle ordinale. Donc, il faut pouvoir encoder ça pour que les algorithmes de machine learning puissent comprendre cela. Donc, pour ce faire, j'ai créé une fonction que j'ai appelée formatage raw data qui va me permettre de reformater mes données brutes.
Et dans les ressources que vous aurez, en tout cas dont je mettrai le lien en description de la vidéo, vous avez ce fichier Python avec toutes les fonctions et aussi dans le notebook que vous aurez toutes les explications des fonctions. Qu'est-ce que ces fonctions font, comment elles ont été construites et que signifie chaque ligne en fait. Donc, j'explique vraiment dans le détail chaque fonction. Et donc, vous aurez le lien de ces ressources en description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez acheter ces ressources-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de les utiliser, par exemple, pour d'autres projets. D'accord? Voilà. Il y a des fonctions dans ce fichier qui sont directement utilisables même pour d'autres projets. Et il y a des fonctions que vous allez devoir adapter peut-être à vous, votre projet. Donc, je vais utiliser ma fonction de formatage. Donc, cette fonction va retourner une autre data frame. Donc, df égale formatage raw data. J'exécute. Non seulement elle va retourner une data frame, mais elle va me sauvegarder le fichier de données reformaté au format CSV. D'accord? Donc, ça m'a créé le fichier de données crédit card défaut de CSV. Si je clique dessus, vous allez voir. Donc, j'ai mon fichier CSV avec mes données qui sont reformatées en quelque sorte. Vous voyez que ici, déjà, les noms de colonnes sont en minuscules. D'accord? Et j'ai changé quand même quelques noms aussi pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. Donc, j'ai ma data frame DF. Je vais regarder les informations. DF info. Voilà, j'ai toujours 30 000 observations. Ça n'a pas changé. J'ai toujours 25 colonnes. Mais par contre, j'ai mis en minuscule tous les noms de colonnes et j'ai renommé certaines colonnes pour qu'elles soient beaucoup plus compréhensibles. Ici, par exemple, vous avez paiement statut CEP. Alors que de l'autre côté, ça signifiait pays 0, pays 2, etc. Ce n'était pas vraiment compréhensible. Donc, paiement status underscore CEP, ça veut dire le statut de paiement en septembre. Paiement statut underscore AUG, ça veut dire le statut de paiement en août, etc. Et après, vous avez bill statement. CEP, c'est la facture en septembre. Après, vous avez les previous paiements, c'est les paiements précédents, donc en septembre, en août, etc. jusqu'en avril. Et la variable cible, défaut paiement next month. D'accord? Et donc, je viens de renommer. Et j'ai mis certaines variables aussi en catégorie. Donc, les statuts de paiement ne sont plus en entier naturel, mais c'est des catégories. Cesse, éducation, mariage aussi, je les ai importés en tant que catégorie. Et vous allez constater aussi, après ce petit reformatage, la mémoire utilisée par mes données dans le disque dur, c'est 3,7 mégabits, alors que les données brutes utilisaient 5,7 mégabits. Donc, ça veut dire que mon reformatage a même permis de réduire l'utilisation en mémoire de mes données. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal quand vous avez vraiment de grands jeux de données. Et une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est au niveau, par exemple, des variables statut de paiement. Je disais tantôt que c'est des variables catégorielles ordinales. Ça suit un ordre donné. Donc, si j'exécute, par exemple, ce code-là, voilà, vous voyez que ici, c'est catégorie et ça met moins 2, inférieur à moins 1, inférieur à 0, etc., inférieur à 9. Ça est un ordre. D'accord? Tandis que les variables comme le cesse, par exemple, donc je fais df crochet cesse, il n'y a pas d'ordre à ce niveau. C'est catégoriel, mais pas d'ordre. Donc, femelle, mâle. À présent, passons à l'analyse exploratoire des données. L'analyse exploratoire des données est une étape essentielle dans tout projet de machine learning. Cette étape vous permet de comprendre vos données, de mettre en évidence des tendances, des relations et des anomalies et de préparer les données pour la phase de modélisation. C'est très important de réaliser une analyse exploratoire des données lorsque vous êtes dans un projet de machine learning. Vous ne pouvez pas construire un modèle si vous ne comprenez pas vraiment les données. Donc, vous pouvez regarder certaines vidéos dans cette chaîne YouTube qui parlent de l'analyse exploratoire avec Python, par exemple, et aussi de la visualisation. Parce que quand on parle d'analyse exploratoire, il y a beaucoup de visualisation. Donc, j'ai des vidéos gratuites qui vous parlent de la visualisation des données, que ce soit avec des packages comme Matplotlib, Seaborn, etc. Et même dans R aussi. J'ai une formation complète sur ma chaîne YouTube sur la visualisation des données avec ggplot2, par exemple. Et donc, commençons cette visualisation des données par un résumé statistique. Donc, je vais utiliser la méthode describe pour faire un résumé statistique de mes variables numériques. Donc, quand vous utilisez la méthode describe, vous avez par défaut le résumé statistique des variables numériques. Si vous voulez le résumé statistique des variables catégorielles, il suffit de faire ceci, describe, et vous faites include. Vous mettez dans une liste les types de données que vous voulez. D'accord, tout simplement. Donc, je mets la transposée. Donc, ici aussi, je pourrais mettre la transposée de cette table pour que ça soit beaucoup plus... Donc, ici, vous avez les variables et vous avez les paramètres statistiques. C'est beaucoup plus lisible.
Et même chose au niveau des variables catégorielles. Par exemple, le sexe, on dit c'est deux modalités distinctes. La modalité la plus fréquente, c'est female, donc les femmes. Et éducation, par exemple, c'est quatre valeurs distinctes, donc quatre modalités. Et la modalité la plus fréquente, c'est université. Mariage, c'est trois modalités. Et la modalité la plus fréquente, c'est single, qui veut dire célibataire. Donc voilà comment vous pouvez lire vos résultats. Et pour les variables numériques, c'est très simple. Vous avez la moyenne, les quatre types, le minimum, le premier quartile, donc c'est ça le 25e percentile, la médiane qui est représentée par le deuxième quartile, c'est le 50e percentile, et euh, le troisième quartile, en fait, ici, donc son 15e percentile, et finalement la valeur maximale. D'accord? Donc, je fais mes résumés statistiques, je fais mes interprétations. Et ce qui est intéressant lorsque vous faites une analyse exploratoire des données, c'est de construire des graphiques. Moi, je vous conseille de faire d'abord une analyse univariée. D'accord? Donc, vous analysez par exemple chaque distribution la distribution de chaque variable, de chacune des variables. Donc, moi, j'ai construit une fonction que j'ai appelée plot distribution. D'accord? Cette fonction va me construire un histogramme en fait. Donc, il y a l'argument df. Cette fonction va me construire un histogramme pour chaque variable numérique, une boîte à moustache aussi pour chaque variable numérique et un diagramme à barre pour chaque variable catégorielle. Donc, je vous montre à quoi ressemble cette fonction. Elle est en train de tourner. Vous voyez, elle calcule les choses au fur et à mesure. Donc, je repars là et je vous montre plot distribution. Donc, ça, c'est ma fonction plot distribution qui permet d'analyser les distributions de mes variables, non seulement numériques. Donc, elle va construire un histogramme pour chaque variable numérique, elle va construire une boîte à moustache pour chaque variable numérique et construire un diagramme à barre pour chaque variable catégorielle. Ça, c'est très intéressant. Donc, là, vous avez la fonction. Regardons un peu les résultats ensemble. Vous voyez, cette seule fonction-là permet de tracer tout ça. Donc, j'ai mes histogrammes de limite barre, de âge, etc. Je peux constater que certaines variables, par exemple, sont asymétriques, voire même très asymétriques. Et certaines variables sont, je ne dirais pas, comment dire, normales, mais peut-être pseudo-normales. D'accord? Et j'ai les boîtes à moustaches. L'intérêt aussi des boîtes à moustaches, c'est qu'elles me montrent les différents paramètres statistiques tels que la médiane, le premier quartile, le troisième quartile, le minimum, le maximum. Elles me montrent aussi les valeurs aberrantes, donc les valeurs qui sortent un peu, qui sont vraiment distantes du reste des points. D'accord? Donc, ce qu'on appelle les outliers ou les valeurs aberrantes. Donc, ça me permet de voir un peu ce que j'ai comme valeur aberrante au niveau de mes variables. On sait qu'il y a des algorithmes de machine learning qui sont robustes aux valeurs aberrantes, c'est-à-dire qui sont conçus de telle manière qui peuvent traiter les valeurs aberrantes en leur sein. Mais par contre, il y a d'autres algorithmes de machine learning qui sont vraiment sensibles aux valeurs aberrantes. Donc, ça, c'est à vraiment regarder précisément et c'est quelque chose que vous devez vraiment analyser dans un projet réel, par exemple en entreprise. Il faut vraiment veiller à cela, aller questionner les personnes, les spécialistes du domaine pour savoir pourquoi on a autant de valeurs aberrantes et qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement. Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut les traiter? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Et comme je vous le disais, ma fonction permet aussi de tracer automatiquement les diagrammes à barre de mes variables catégorielles. Et elle me donne aussi les fréquences des modalités. Donc, par exemple, pour la colonne 16, vous avez les fréquences des modalités femelle et mâle. Donc, femelle, ça veut dire, on dirait 60% de mes observations, en tout cas des clients qui sont dans mon jeu de données, qui sont des femmes. Et 39%, environ 40% sont des hommes. Et j'ai le graphique ici qui le montre aussi. Vous avez les statistiques descriptives automatiquement. Vous avez la même chose pour la colonne Education. Education, vous avez Graduate School, High School, Other University. Donc, la modalité, en tout cas, le mode de cette variable, c'est université. Donc, majoritairement, les gens dans ce jeu de données sont diplômés, en tout cas, ont un diplôme universitaire ou bien ont suivi des études universitaires et s'ensuit ceux qui sont diplômés d'une grande école, Graduate School. Après vient ceux qui ont un niveau secondaire, donc qui ont fait tout au moins le lycée. Et vous avez la même chose pour la variable marriage. Donc marriage, il y a les célibataires qui sont en plus grand nombre, vient après les mariés, les autres, etc. etc. Donc, c'est très intéressant de tracer ces graphiques, de représenter ces données. Donc, ça nous permet d'avoir les distributions de nos variables et on peut faire les interprétations appropriées. Maintenant, comme je le disais, dans le notebook,
que vous aurez dans le dossier des ressources de cette formation, vous avez l'explication des fonctions. Donc, j'explique vraiment dans ligne par ligne comment j'ai construit cette fonction. Et vous pouvez, par exemple, l'utiliser dans un de vos projets personnels. Vous pouvez l'adapter à vos projets et avancer rapidement. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est analyser les distributions des variables selon une variable catégorielle, par exemple. Donc, c'est faire, par exemple, une discrétisation. Donc, pour ce faire, j'ai créé une fonction que j'ai appelée plot discretize distribution. D'accord? Cette fonction va prendre deux arguments, donc mon jeu de données df, et une variable catégorielle. Par exemple, faisons une discrétisation selon le sexe, par exemple. J'exécute. Voilà le résultat. J'ai des boîtes à moustaches de chaque variable numérique, mais discrétisées selon le sexe. Donc, j'ai par exemple âge selon le sexe, B-statement, etc., etc. Et vous voyez par exemple, regardez au niveau de ce graphique-là, vous avez l'âge. On regarde un peu ça. En rouge, c'est les hommes. En bleu, ce sont les femmes. Et vous voyez que apparemment, en tout cas, en moyenne, les hommes sont plus âgés que les femmes en moyenne. D'accord? Donc, c'est ce que nous dit notre graphique. Donc, dans cet échantillon de données, en moyenne, nous constatons que les hommes sont légèrement plus âgés que les femmes, par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez regarder si vous avez des différences nettes, significatives sur certaines variables par rapport à des catégories, par rapport à des variables catégorielles. Et cela va vous permettre de, si vous constatez qu'il y a des différences nettes, ça veut dire que cette variable catégorielle-là joue vraiment dans le phénomène que vous êtes en train d'étudier. D'accord? Je peux faire la même chose par rapport à la variable cible. Donc, je vais regarder mes variables par rapport à la variable cible. Donc, avant de le faire, j'ai fait la même chose aussi au niveau des variables catégorielles. Donc, je trace un diagramme à barre, toujours des variables catégorielles, mais en faisant une discrétisation selon une autre variable catégorielle. Par exemple, ici, j'ai le niveau d'éducation selon le sexe. Donc, regardez ici, j'ai graduate school. Graduate school, ça veut dire diplômé d'une grande école. D'accord? Ici, en rouge, on a les femmes et en bleu, on a les hommes. Donc, ceci montre que il y a plus de femmes qui sont diplômées d'une grande école que d'hommes. D'accord? Et si on regarde au niveau des études universitaires aussi, c'est pareil. Il y a plus de femmes qui ont fait des études universitaires que d'hommes. Et même chose au niveau des études secondaires. Il y a plus de femmes qui ont fait des études secondaires que d'hommes. Maintenant, quand on regarde ça, est-ce qu'on peut conclure que directement en Taïwan, par exemple, est-ce qu'on peut conclure? Parce que nous, on a un échantillon des données. On a seulement un échantillon, on n'a pas la population entière. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la population en Taïwan, dans la population en Taïwan, les femmes sont, par exemple, beaucoup plus instruites ou bien ont poursuivi plus d'études que les hommes? Est-ce que systématiquement on peut tirer cette conclusion? Pour faire ce genre de conclusion, il faut alors appliquer les techniques de statistique inférentielle. D'accord? Et je vous invite à regarder mon cours gratuit sur YouTube sur la statistique avec Python. Vous allez voir quels sont les tests statistiques que vous pouvez faire, par exemple, pour tirer des conclusions à partir d'un échantillon de données, tirer des conclusions sur la population. Et vous pouvez aussi regarder mon livre Statistique et simulation avec Python, où j'en parle aussi dedans avec des exemples pratiques et du code Python, bien sûr. Donc, nous avons par exemple aussi le défaut de paiement dans la variable cible selon le C. Et regardez ici, on voit que par exemple, il y a plus de femmes qui sont en défaut de paiement que d'hommes. D'accord? Et par contre, il y a aussi moins de femmes qui ne sont pas en défaut de paiement que d'hommes. Sachant que de manière générale, dans notre échantillon de données, on a plus de femmes que d'hommes. On l'avait constaté au début. Donc, ces conclusions, les conclusions que vous pourrez être amené à tirer, il faut vraiment faire très attention. D'accord? Je vous invite à utiliser des tests statistiques robustes afin de tirer des conclusions sur la population entière. Mais tout compte fait, ici, moi, je vous montre en fait un chemin. D'accord? C'est à vous de faire vos analyses plus approfondies. Et je vous ai montré comment j'ai créé, moi, mes fonctions qui me permettent de faire mes graphiques automatiquement. Donc, l'intérêt de cette fonction, par exemple, c'est que je peux choisir une autre variable catégorielle, par exemple. Donc, je fais une discrétisation selon la variable cible, par exemple. La variable cible, elle s'appelle, attendez, la variable cible, c'est paiement next month, un truc comme ça.
Voilà, donc défaut paiement next month. Voilà, cette fois-ci, je vais faire une discrétisation selon la variable cible. Et voilà, donc n'oubliez pas les underscore. J'exécute. Voilà le résultat. Donc ici, je fais une discrétisation selon la variable cible. Donc je regarde par exemple, si je prends l'âge, je vois que mes deux boîtes à moustaches, que ce soit pour ceux qui sont en défaut de paiement en rouge et ceux qui ne sont pas en défaut de paiement en bleu, c'est pratiquement pareil. D'accord? Il n'y a pas de grande différence quand on regarde bien ces deux boîtes à moustaches. Donc, ce qui veut dire que l'âge n'est pas on peut dire a priori que l'âge n'est pas un facteur important qui va influencer le fait que quelqu'un soit en défaut de paiement ou pas. D'accord? Donc ça ne va pas être un facteur important puisque dans les deux cas, on voit que les deux boîtes à moustaches se ressemblent pratiquement. Par contre, si je prends le montant du prêt, le montant du crédit en lui-même, je regarde ici, déjà les deux boîtes à moustaches ne se ressemblent pas vraiment. En moyenne, je vois que ceux qui sont en défaut de paiement, en moyenne en tout cas, ont un crédit plus faible un montant de crédit plus faible que les autres, d'accord, qui ne sont pas en défaut de paiement. OK? Donc, ça veut dire que quand même le montant du crédit est quelque chose qui va peut-être impacter le fait que quelqu'un soit en défaut de paiement ou pas. Généralement, donc, on va se dire que plus ton montant de crédit est élevé, peut-être tu risques de ne pas pouvoir le rembourser, mais pas forcément. Moi, je pense que dans la réalité, ça va dépendre après peut-être de tes revenus. Est-ce que quelqu'un peut faire un prêt de 1 million de francs CFA ou bien 10 000 euros et ne pas être en mesure de rembourser pendant que quelqu'un qui fait un prêt de 100 millions de francs CFA ou bien de 1 milliard d'euros soit facilement en mesure de rembourser. Donc, ça dépend peut-être de la capacité des revenus de tout un chacun et d'autres paramètres aussi. Donc, le fait de tracer ces graphiques vont nous permettre de tirer des conclusions et de mieux comprendre notre jeu de données. Donc, la même chose a été faite au niveau des variables catégorielles. Donc, ça, c'est très intéressant. Et il y a d'autres graphiques aussi que vous pouvez tracer. Alors, pourquoi faire ce genre d'analyse? Ce genre d'analyse est important parce que, en fait, il faut comprendre les différences de comportement de remboursement. D'accord? Par exemple, les hommes et les femmes peuvent avoir des comportements de remboursement différents envers les prêts ou les cas de crédit. En examinant ces différences, vous allez pouvoir identifier les tendances qui pourraient être utiles dans la prédiction des défauts de paiement. Vous pouvez aussi faire ces analyses en fait pour segmenter vos données. Donc, dans le cas de la gestion du risque de crédit, la segmentation de la clientèle selon une variable cible, selon une variable catégorie peut être utile. Par exemple, vous pouvez être amené à développer un modèle de prédiction de défaut de paiement spécifique pour les hommes et un autre pour les femmes. Mais attention, en intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a la question aussi d'éthique, d'accord, qui est très là. Donc, l'équité et l'éthique, c'est très important dans les solutions d'analyse, en tout cas dans les solutions d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de régulations en la matière. Il y a des lois qui sont votées. Donc, par exemple, une institution financière doit pouvoir garantir un traitement équitable entre les individus, sans distinction de sexe, ni de race, ni de religion, d'ethnie, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans vos développements aussi. Et dans le contexte où nous parlons ici, un contexte de crédit bancaire, il faut pouvoir que les institutions financières puissent adapter leur stratégie de prêt. Donc, en comprenant comment une variable catégorie, par exemple le CES, peut influencer le risque de défaut de paiement, les institutions financières peuvent adapter leur stratégie de prêt, fixer des taux d'intérêt et de limite de crédit pour mieux répondre aux besoins de chaque groupe. Donc, voilà l'intérêt de réaliser ce genre d'analyse de distribution selon une variable catégorielle. Et une fois encore, je tiens à noter que dans les ressources, j'explique vraiment comment j'ai construit chacune des fonctions euh, pour que vraiment vous puissiez les utiliser dans vos propres projets. Et pour finir, nous pouvons construire, en tout cas, nous pouvons construire par exemple une matrice de corrélation, ça c'est très important. Donc, je vais déjà créer la matrice de corrélation en elle-même. Pour construire ma matrice de corrélation, j'ai besoin en fait je vais lui dire, je fais df core par exemple, tout simplement. D'accord? Je fais df core, j'affiche
ah oui, donc not convert string to float. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est en fait que j'enlève mes variables catégorielles parce que la méthode core s'applique uniquement à des chiffres. Parce qu'elle va calculer un coefficient de corrélation. Donc, il faut que je calcule uniquement des chiffres. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une liste de compréhension. Je vais dire c'est for C in df colonne. Donc, prends-moi toutes les colonnes de ma data frame df si cette colonne n'appartient pas. Donc, je vais exclure certaines colonnes comme ID. Je n'ai pas besoin de l'ID. D'accord. Je vais exclure le CES. Vous avez une variable catégorielle avec des chaînes de caractères dont je ne pourrais pas calculer le coefficient de corrélation, éducation et mariage. Donc, je vais exclure ces variables. Donc, ça, c'est une liste de compréhension. Donc, si vous avez un niveau vraiment débutant en Python, vous comprenez, vous devez comprendre ce code-là. Donc, ce code, en fait, va me sortir tout simplement une liste. D'accord? Donc, si j'exécute ça ici, vous allez voir, donc c'est une liste. Donc, j'ai un cours aussi sur Python pour les débutants sur cette chaîne YouTube. C'est un cours complet qui fait 6 heures. Ça va vous permettre d'avoir un bon niveau quand même en Python pour pouvoir démarrer des projets en data science. Donc, si j'exécute ce code, attention, je n'ai pas mis la méthode core pour calculer voilà. Donc, voici ma matrice de corrélation. Mais moi, je veux tracer la carte, cette matrice de corrélation sous forme de carte, d'accord, graphique. Donc, j'utilise ma fonction plot correlation matrice qui prend tout simplement en argument ma matrice de corrélation. Donc, cette fonction, elle est là dans mon fichier de fonction. Voilà, donc ça, c'est ma matrice de corrélation. Donc, DevClaw, c'est très simple à construire comme fonction. Et là, j'ai mon coefficient de corrélation de Pearson qui varie entre moins 1 et 1. Voilà. Et plus c'est en rouge, plus c'est une corrélation positive. Et plus c'est en bleu, ça veut dire que c'est une corrélation négative. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire des interprétations. Si on regarde par exemple la variable cible, elle est corrélée positivement quand même avec les statuts de paiement et c'est tout à fait normal. 0,32 pour septembre, 0, etc., etc. Voilà, et vous avez ici en rouge quand même des variables qui sont vraiment corrélantes, elles. Donc, par exemple, la facture de août, donc la facture de août 0,83 avec la facture d'avril. D'accord? C'est totalement normal. Donc, la matrice de corrélation va vous permettre en fait d'explorer les corrélations que vous avez entre vos variables, donc entre vos prédicteurs d'une part et aussi entre votre variable cible et les prédicteurs. Et ça va vous permettre de faire même sélection de features. Ce que nous n'allons pas voir dans ce projet, mais c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais je souligne quand même que ici, on calcule le coefficient de corrélation de Pearson. Et statistiquement, ce coefficient n'a de sens que pour des phénomènes qui sont linéaires. D'accord? Donc, il mesure la relation, la force de la relation linéaire. Or, en deux variables, la relation peut ne pas être linéaire. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans vos explications, bien dans vos interprétations. Voilà, je peux aussi tracer d'autres graphiques. Je vais en tracer quelques-uns. Par exemple, je peux tracer un boss plot avec Seaborn, avec la librairie Seaborn. Je peux tracer, par exemple, le montant du prêt en fonction du statut marital. Donc, ça fait Y égale limite. D'accord? Et X, c'est mariage. D'accord? Et je peux même colorier ça par, faire une discrétisation par la variable cible. Donc, défaut paiement next month. J'exécute. Voilà, donc ici, j'ai tracé le montant du prêt, en fait, en fonction du statut marital. Et je peux voir les différences, par exemple, pour les mariés, d'accord, pour les mariés, les célibataires, etc. D'accord, donc ça veut dire que, par exemple, regardez, les célibataires qui sont pas en défaut de paiement sont quand même ont un montant de prêt quand même beaucoup plus élevé. Je tiens à préciser que nous avons un déséquilibre de classe dans cette donnée-là. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes qui ne sont pas en défaut de paiement est largement supérieur au nombre de personnes qui sont en défaut de paiement. Et c'est souvent le cas pour les problématiques de recherche de fraude, détection de fraude ou bien credit scoring. C'est souvent le cas, on a des déséquilibres de classe dans les données. Il faut aussi les gérer.
J'ai plusieurs vidéos qui en parlent dans la chaîne. Je vous mettrai tous les liens en description ou bien en commentaire de cette vidéo. Et dernier graphique que je peux tracer, c'est tracer le pourcentage de défaut de paiement selon une catégorie. J'ai aussi créé une fonction pour ça. Si je veux tracer par exemple le pourcentage de défaut de paiement selon le niveau d'éducation, donc je mets la variable d'éducation en argument. Donc, pourcentage de défaut de paiement selon le niveau d'éducation, je vois que ceux qui, la plupart des défauts, d'accord, surviennent pour les clients ayant fait des études secondaires, donc high school, vous voyez, ce pourcentage qui est le plus grand. Tandis que le moins de défauts se produit dans la catégorie autre, d'accord. Est-ce que ça veut dire que plus on est moins instruit, plus on est en capacité ou bien on est susceptible d'être en défaut de paiement? On ne peut pas répondre directement à cette question. Il faut faire des tests statistiques beaucoup plus approfondis. On peut faire la même chose au niveau du statut marital, par exemple. Donc, je regarde le pourcentage de défaut de paiement au niveau du statut marital. D'accord? Et je peux regarder, je peux faire la même chose au niveau du genre aussi. D'accord? On voit que les hommes sont plus susceptibles d'être en défaut de paiement que les femmes. Voilà. Donc, voici quelques graphiques que je peux tracer qui vont me permettre de mieux comprendre mes données. Et pour finir cette phase d'analyse exploratoire des données, je vais vous présenter une librairie très intéressante. C'est la librairie SuiteVis, d'accord? Qui, en fait, vous permet de faire une analyse exploratoire, en tout cas, d'avoir les informations sur votre jeu de données de manière, comment dire, automatique, en fait, d'accord? Si j'importe cette librairie, importe SuiteVis. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas une librairie qui... Donc, je vais l'installer en pipe install SuiteVis. Voilà, j'ai installé la librairie, donc je vous invite à le faire aussi si ce n'est pas encore installé. Et j'importe cette librairie-là, importe SuiteVis à SV, et je vais tout simplement créer un rapport. Donc, je fais my reports égale SV analyze df. D'accord? Et j'ai la possibilité d'enregistrer ça au format HTML. Donc, si je fais my reports.show HTML. J'exécute. Donc, il va exécuter l'analyse exploratoire et me générer le fichier HTML automatiquement. Donc, on attend. Voilà. Il est à l'étape 2. Voilà le rapport qui a été généré au format HTML. Et automatiquement, ça s'ouvre dans mon navigateur par défaut. Et regardez, j'ai chaque variable. D'accord? Ici, par exemple, j'ai le montant du prêt. J'ai l'histogramme, j'ai des informations statistiques. D'accord? Je peux cliquer dessus, avoir des informations statistiques. Si je clique, par exemple, sur le 16, j'ai aussi l'histogramme. Et j'ai... Voilà. Donc, ça me fait, en fait, ça permet, en fait, d'avoir un premier aperçu de votre jeu de données. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire en 2 lignes de code. Et vous pouvez même regarder les associations de variables. OK? Et c'est très intéressant parce que en 2 lignes de code, ça se fait et ça vous permet d'avoir un premier aperçu de votre jeu de données. Et vous, maintenant, vous pouvez maintenant aller en profondeur avec un code customisé que vous allez écrire pour mieux analyser vos données comme vous le souhaitez. Et donc, voilà, je vous montre le fichier HTML ici qui a été enregistré directement dans mon répertoire de travail. Je peux aussi afficher directement ce rapport dans mon notebook en utilisant la méthode show notebook. D'accord? Je vais l'afficher dans mon notebook directement. Voilà. Donc, le même rendu que j'avais dans le fichier HTML, je l'ai maintenant au niveau de mon notebook directement et je peux regarder les choses. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très intéressant comme outil. Donc, je vous invite à explorer cela. Il y a un autre argument que vous pouvez utiliser pour cette fonction analyze. Vous pouvez spécifier la target en fait. D'accord? Vous pouvez spécifier la target. Donc, si je fais par exemple my analyze source row df, donc je vais plutôt faire df. Donc, df et target c'est default payment next month. D'accord? J'exécute.
Ah, il y a une erreur. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre plutôt RODF. RODF. Donc, ça veut dire je laisse la target comme c'était. Utiliser mes données brutes. Donc, il va me faire l'analyse cette fois-ci en considérant que ma variable cible, c'est cette variable-là. Donc, je vais avoir une analyse selon cette variable cible-là. Dès que c'est fini, il me dit done. D'accord? Maintenant, je vais utiliser les mêmes méthodes. Donc, je vais faire my analyze. Je peux faire show HTML. D'accord? Show HTML pour avoir un enregistrement format HTML. Donc, il m'ouvre directement ça sous forme de notebook. Et regardez ici, j'ai mon analyse selon la variable que j'ai spécifiée. C'est quand même très intéressant. D'accord? Et je peux afficher la même analyse, je peux l'afficher directement dans mon notebook en faisant show notebook. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ça, c'était une petite astuce à connaître. Donc, ceci marque la fin de l'analyse exploratoire de notre jeu de données. L'analyse exploratoire, je tiens à le rappeler, c'est une phase incontournable. Il n'y a pas de machine learning sans analyse exploratoire des données. Si vous ne comprenez pas votre jeu de données, vous n'allez pas avoir les informations nécessaires sur les étapes de pré-traitement de vos données, sur même les modèles. Ça peut vous donner une indication des modèles que vous allez utiliser. C'est très important. Maintenant, nous allons passer à la modélisation en commençant par la division des données en trois ensembles, entraînement, validation et test. Pour faire la division des données en trois ensembles, entraînement, validation et test, tout d'abord, je dois commencer par séparer les caractéristiques, donc les variables prédictrices dans les prédicteurs de la variable Y, de la variable cible plutôt. Donc, les caractéristiques, je vais faire df drop et je supprime les colonnes que je ne veux pas utiliser, donc c'est ID et la variable cible en elle-même, défaut payment next month. Donc, ces variables-là ne seront pas parmi mes features. Et la variable cible, c'est tout simplement cette variable. D'accord? Une fois que j'ai fait cette séparation des caractéristiques de la variable cible, maintenant, je vais faire la division. Je vais diviser en trois ensembles. Entraînement, ça sera 60% des données. Validation, 20% des données. Et test aussi 20%. Donc, ça fait 100%. 60 plus 20 plus 20, ça fait 100%. Donc, je fais istrain, ytrain, ytrain égale. J'utilise la fonction train test split. Train test split is y. Test size, je vais dire 0.4, ça veut dire 40%. Je n'oublie pas random state égale 42. Et stratify égale Y. Stratify égale Y parce que je suis conscient que j'ai un déséquilibre de classe. Donc, je veux que dans chacun de mes deux ensembles-là, j'ai la même fréquence, la même distribution de classes au niveau de ma variable cible. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un ensemble d'entraînement qui sera 60% et un autre ensemble qui est temporaire qui sera 40%. Donc, cet ensemble-là, je vais le rediviser en deux parties égales 50%, 50%. Donc, au final, j'aurai 60% pour les données d'entraînement, 20% pour les données de test et de validation et 20% aussi pour les données de test. Donc, ça sera isval, istest, yval, ytest sera égal à train test split. J'utilise mes données temporaires en istemp, ytemp. Test size, cette fois-ci, ça sera 0.5. Donc, je divise ce jeu de données là temporaire en deux parties égales, 50-50. Donc, stratify égale y et random state égale 42. D'accord? Une graine aléatoire pour que à chaque fois que je vais diviser, j'ai toujours la même chose. Donc, pour vérifier mes tailles, je vais quand même afficher les éléments. Donc, je vais faire print istrain shape ytrain shape. D'accord? Ça, c'est la taille des données d'entraînement. Print isval shape yval. Ça, c'est la taille des données de validation et j'affiche aussi la taille des données de test. Et je vais aussi vérifier que j'ai la même distribution des classes dans chaque ensemble. Donc, pour ce faire, je fais tout simplement print y. Déjà, je regarde dans le total, dans l'ensemble total, j'ai quoi? Donc, y value. Attention, je vais appliquer la méthode value count. Value count
Je fais normalize égale true. D'accord? Point values. Et je fais la même chose au niveau de mes sous-ensembles. Donc, y train, y val et y test. J'exécute. Ah, j'ai une erreur. Il me dit ID. Ah, notre fond est assise. Ici, j'ai oublié, en faisant le drop, j'ai oublié assise égale 1. Il faut dire que je supprime des colonnes en fait. Est-ce que c'est bon? Ah, toujours une erreur. Numéro simple. Tac, tac, au niveau de install. Ouais, ici, c'est stratify égale y temp, bien sûr. D'accord? Y temp. Voilà, donc ça marche maintenant. Donc, regardez, mes données d'entraînement, c'est 18 000 observations, d'accord? Mes données de validation, c'est 6 000 observations. Mes données de test aussi, c'est 6 000 observations. Et dans l'ensemble total, d'accord, j'ai 77, environ, je vais dire 78% qui concernent la classe 0, donc la classe non défaut de paiement, et 22% qui concerne la classe défaut de paiement. Donc, j'ai vraiment un déséquilibre de classe. Et dans mes sous-ensembles, je remarque que c'est la même proportion, donc 78, 22%, 78, 22%, 78, 22%, aussi bien au niveau des données d'entraînement que de validation que de test. Donc, je me suis rassuré d'avoir les mêmes distributions de classes de ma variable cible dans chaque sous-ensemble que j'ai construit. Ça, c'est très important quand vous avez un déséquilibre de classe dans vos données. Il faut s'assurer de cela. Donc, je vais regarder, est-ce que j'ai des valeurs manquantes? Je sais que je n'ai pas de valeurs manquantes, mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier lorsque vous êtes dans un projet réel, d'accord? Souvent, les données ne sont pas propres. Donc, je n'ai pas de valeurs manquantes. Ça, c'est bien. Je pourrais passer directement au pipeline de modélisation. Donc, nous allons construire un pipeline de modélisation. Notre pipeline va comporter les étapes de pré-traitement des données. Donc, une étape pour encoder les variables catégorielles, une étape pour standardiser les variables numériques, d'accord? Une étape pour créer, faire le modèle, quoi, pour une étape d'estimation. Donc, en tout cas, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà ce qu'on appelle un pipeline en machine learning. En tout cas, un objet pipeline dans scikit-learn, c'est un objet qui va disposer des transformateurs et des estimateurs et un estimateur comme dernière étape. L'estimateur, c'est le modèle, c'est l'algorithme de machine learning. Et les étapes précédentes, c'est ces étapes qui vont vous permettre de pré-traiter vos données. Donc, ici, nous savons déjà que nous avons des données numériques, des variables numériques et des variables catégorielles. Donc, nos variables catégorielles sont, je vais les mettre dans une liste, 4 features, c'est le 16 dans les variables chaîne de caractères, quoi. L'éducation et la variable indiquant le statut marital. Et par contre, nos variables numériques, numérique features, c'est tout ce qui est dans notre jeu de données, sauf ces variables que je viens de citer. Donc, je fais C for C ins print par exemple, colonne if C not in 4 features. Donc, finalement, c'est toutes mes variables, tous mes features sauf ces trois-là. D'accord? Je peux afficher une features pour qu'on puisse voir ensemble ce que c'est, ce que ça donne. Voilà. Donc, mes variables numériques que je vais considérer, voilà, c'est limite, base, âge, etc. Je sais pertinemment que paiement status, c'est catégoriel, c'est une variable catégorielle ordinale. Mais ici, je vais la considérer comme variable numérique. Pourquoi? Parce que si je la considère comme variable catégorielle ordinale, je vais devoir appliquer un one-hot encoding. Alors que ici, déjà, c'est des nombres. D'accord? C'est des nombres, mais c'est que ça suit un ordre donné. D'accord? Donc, je préfère la mettre comme variable numérique. Et vraiment, les variables auxquelles je vais appliquer un one-hot encoding, c'est la variable sexe, la variable éducation et la variable marriage. Donc, je vais construire l'étape d'encodage des variables catégorielles en faisant 4 transformers. Je vais utiliser un pipeline. Les étapes
Alors, comme j'ai une seule étape, donc un one hot encoding, je vais nommer ça one hot et je mets one hot encodeur. D'accord? Space égale false. Attention, si j'avais des valeurs manquantes au niveau de mes variables catégories, j'allais devoir mettre une étape d'imputation, par exemple, par le mode, par exemple. Okay? Je mettrai une première étape là. Mais je n'en ai pas, donc je n'en ai pas besoin. Et donc, je fais une étape d'encodage des variables catégorielles. Je vais appliquer une étape de standardisation. D'accord? De standardisation de mes variables numériques. Num transformer, je fais pipeline steps égale. Là aussi, j'ai une seule étape. Puisque je n'ai pas de valeur manquante, je n'aurai pas besoin d'une étape d'imputation. Je fais tout simplement une étape de scalar et j'utilise l'objet standard scalar. Et il faut que je combine les deux. Je vais combiner les deux que je vais nommer préprocessor en utilisant colonne transformer pour combiner les deux. Donc, transformer égale. Alors, j'aurai l'étape de transformation des variables numériques. Ça fait num transformer. Et ça s'applique à quoi? Ça s'applique aux variables numériques. Et l'étape des variables catégories, je vais l'appeler 4. C'est le 4 transformer, le pipeline 4 transformer qui s'applique aux variables catégorielles. D'accord? Une fois que j'ai ça, je peux maintenant créer en fait, mon pipeline avec un estimateur. OK? Donc, je vais faire RF modèle. RF modèle, c'est random forest. Donc, je vais utiliser random forest classifier. Je vais mettre un random state égale 42. Et le pipeline, finalement, le pipeline, c'est pipeline steps égale. J'ai deux étapes. J'ai première étape, mon étape de pré-traitement, donc préprocessor. C'est mon pipeline préprocessor qui est à ce niveau. Et deuxième étape, c'est l'étape de modélisation. Donc, modèle, attention, modèle. Et c'est l'étape, c'est le RF modèle que je vais utiliser. RF modèle. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est mon pipeline. Je peux vous l'afficher. Pipeline. Voilà. Donc, il y a une étape de standardisation des variables numériques, une étape d'encodage des variables catégorielles. Ces deux étapes sont combinées. Les données traitées maintenant vont être passées comme données d'entrée à un estimateur qui est Random Forest Classifier. Je vais maintenant entraîner le pipeline en faisant pipeline fit avec mes données d'entraînement xtrain, ytrain. J'exécute. Voilà mon modèle entraîné. Donc, mon pipeline actuellement il est entraîné. Ça a pris 15 secondes. C'est bon. Et je vais quand même regarder maintenant, je vais évaluer le modèle. Et j'ai créé une fonction d'évaluation que j'ai appelée Performance Evaluation Reports. C'est cette fonction que je vais utiliser pour évaluer tous mes modèles. Et donc, cette fonction, vraiment, ça, vous pouvez l'utiliser pour tous vos projets de machine learning où vous avez une tâche de classification binaire. D'accord? Ça, directement, vous pouvez l'utiliser sans même modifier quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser. Donc, pour ceux qui vont acheter la ressource, ils auront la fonction. Donc, je vais tout simplement appeler ma fonction. Donc, tout d'abord, je vais mettre les labels. Les labels, c'est no default. Donc, vous-même, vous mettez vos labels de votre variable cible, quoi. Défaut, d'accord? Pas de défaut de paiement, défaut de paiement. Et j'appelle ma fonction Performance Evaluation Reports qui prend mon modèle, d'accord? Donc, le pipeline. Je vais faire l'évaluation sur mes données de validation. L'idée est d'utiliser seulement les données de test à la fin. C'est quand j'ai fini la sélection de mon meilleur modèle, je vais maintenant l'évaluer sur les données de test. Ça fait une double vérification en fait. Il y a d'autres personnes qui font une division en données d'entraînement et de test. C'est possible et je le fais aussi parfois. Mais quand vous faites quand vous avez un grand nombre d'observations, vous pouvez faire une division en trois ensembles comme on l'a fait ici, données d'entraînement, données de validation et de test. Et vous allez construire votre modèle avec les données d'entraînement, l'évaluer sur les données de validation, faire même le réglage des hyperparamètres et l'évaluer sur les données de validation. Et quand vous avez choisi le meilleur modèle, sur le meilleur modèle, vous allez encore
le tester avec les données de test et ça fait une double vérification. Donc, c'est une vérification beaucoup plus robuste. D'accord? Mais c'est conseillé de le faire quand on dispose vraiment d'un grand jeu de données. Donc, isval, yval, labels égale, d'accord? Et mes arguments showplots égale faux. Donc, ça, c'est des arguments qui vont me permettre d'afficher ma matrice de confusion, la coupe ROC et la coupe précision recall aussi. Donc, j'exécute. Donc, regardez, c'est très intéressant, cette fonction, elle me donne beaucoup de métriques d'évaluation, comme l'accuracy, la précision, le recall, la spécificité, le F1 score, etc. Le ROC, AUC que je peux retrouver ici. Donc, ça provient de la coupe ROC qui est là. La matrice de confusion, elle est là. Je peux faire mes interprétations. OK? Et j'ai aussi la coupe précision recall. Donc, j'ai ces trois graphiques et ces statistiques-là qui me permettent d'évaluer mon modèle. Pour des modèles de classification binaire, en tout cas, vous choisissez une métrique d'évaluation en fonction de votre problématique. Mais souvent, pour comparer les performances de deux modèles, on utilise souvent la métrique AUC. D'accord? L'air de la courbe en dessous de la l'air en dessous de la courbe ROC. OK? Donc, en fait, dans ma fonction performance évaluation report, effectue des prédictions, calcule diverses métriques de performance et génère un rapport visuel, d'accord, sous forme de graphique. Cela permet d'obtenir une évaluation complète des performances du modèle de classification. Et cette fonction, vous pouvez l'utiliser directement à tous vos projets de machine learning dans des tâches de classification binaire. Supposons que j'ai ajusté plusieurs modèles. D'accord? Donc, supposons que j'ai utilisé Random Forest, KNN, etc., plusieurs algorithmes. Et finalement, je trouve que c'est Random Forest qui est le meilleur. Donc, c'est ce meilleur-là, c'est lui qui sera éligible au réglage des hyperparamètres. C'est comme ça qu'on travaille. En réalité, ici, je ne vais pas utiliser un seul algorithme. J'utilise plusieurs algorithmes et c'est le meilleur modèle que je vais passer en réglage des hyperparamètres. Donc, passons au réglage des hyperparamètres. Supposons que c'est Random Forest notre meilleur modèle. Nous allons maintenant régler ces hyperparamètres. Donc, le réglage des hyperparamètres, c'est très important. Ça va vous permettre d'optimiser la performance de votre modèle. Tout d'abord, je vais créer un objet de validation croisée stratifié. Donc, je fais kfold égale strat. J'utilise cette fonction de scikit-learn. Je vais utiliser simply shuffle égale foo random state égale count. D'accord? Donc, en fait, ce code-là me permet de créer un objet de validation croisée stratifié pour diviser mon ensemble de données, en fait, un ensemble de données en 5 plis, ce qu'on appelle fold pour la validation croisée. Le nombre de splits ici est égal à 5. Cela signifie que l'ensemble de données sera divisé en 5 plis. D'accord? Et quand je fais shuffle égale true, cela indique que les données seront mélangées aléatoirement avant d'être divisées. Maintenant, je vais évaluer le pipeline à l'aide d'une validation croisée. Je vais faire score CV égale, je vais utiliser la fonction crossval score pipeline istrain ytrain CV égale, j'utilise mon objet kfold. D'accord? Regardez, pourquoi je fais une validation croisée? Parce que en faisant une simple division train test split en données d'entraînement, données de validation, il se pourrait que cette division-là, cette division s'est faite une seule fois et il se pourrait qu'il y ait une question de chance peut-être qui a fait que j'ai cette performance que j'observe. D'accord? En faisant un objet de validation croisée, en tout cas une validation croisée stratifiée par exemple, je vais en fait construire ici 5 modèles et évaluer leur performance et faire maintenant la moyenne du score. Et ce score-là sera beaucoup plus informatif que cette division train test split. Donc, c'est très important de vous rassurer en faisant une validation croisée sur la performance de votre modèle. Donc, je vais faire print. Je vais afficher les scores. D'accord? J'affiche les scores. Donc, il va faire la validation croisée et m'afficher les scores qu'il obtient. Voilà le résultat. Donc, effectivement, j'ai une liste de 5 métriques. 1, 2, 3, 4, 5. Et en faisant la moyenne, j'aurai un score. Mais attention, ici, par défaut, c'est l'accuracy. Moi, je ne veux pas l'accuracy. Donc, je vais faire par exemple scoring égal et je vais dire utilise ROC AUC. Donc, utilise la métrique AUC pour évaluer le modèle. Donc, je réexécute ça.
Voilà, en spécifiant AUC comme métrique, j'ai maintenant les métriques que je pourrais comparer avec ce que j'ai ici. Donc, je vais faire la moyenne. Donc, je vais calculer la moyenne. Donc, je fais print np min de score de ma liste score CV. Je vais aussi calculer l'écart type std de score CV. Donc, regarde, la moyenne, c'est 0,76 et l'écart type, c'est 0,06. D'accord? Donc, 0,76, ce n'est pas vraiment loin de ce que j'ai ici avec une simple division trend test split. Donc, ça veut dire que je suis rassuré que rigoureusement, vraiment, la performance de mon modèle sur les données, en tout cas, la performance de mon modèle, c'est 0,76. D'accord? Voilà. Donc, 0,76 sur les données d'entraînement et 0,76 sur les données de validation. Donc, je n'ai pas d'overfitting. Maintenant, je vais passer maintenant à la recherche par grille pour optimiser, en tout cas, rechercher mes hyperparamètres optimaux. Donc, tout d'abord, je vais créer une grille, un dictionnaire de recherche d'hyperparamètres que je vais nommer param-grid. Alors, param-grid, qu'est-ce que je vais faire? Il est possible de régler les hyperparamètres de toutes les étapes de votre pipeline. Mais nous, on va régler seulement les hyperparamètres de l'estimateur. L'estimateur, on l'a nommé modèle. D'accord? Donc, je mets modèle underscore 2 fois. Je mets l'hyperparamètre. Donc, ici, c'est un algorithme de Fourier aléatoire. Je dois aller lire dans la... vous devez aller lire, en fait, dans la description de scikit-learn les hyperparamètres que vous pourriez régler au niveau de ce modèle. Donc, moi, je vais régler le critérion. Donc, je mets comme possibilité entropie et Gini, l'indice de Gini. Et je vais aussi régler la profondeur maximale d'un arbre. Donc, ici, je vais mettre range de 7 à 11, par exemple. Je vais aussi régler le nombre d'estimateurs. Estimator. Je vais mettre comme possibilité, je vais mettre 100, 150 et 200. Si je veux régler par exemple des étapes du préprocesseur, supposons que voici mon pipeline, je vous remonte le pipeline, j'ai le préprocesseur, mais j'ai deux étapes one-hot encodeur, d'accord? Donc j'ai le préprocesseur, j'ai une étape par exemple de standard scaler. Donc ce que je vais faire, je fais par exemple préprocesseur, d'accord? Je fais préprocesseur. Je choisis l'étape qu'il y a dans le processeur que je vais régler, c'est scaler. Et maintenant, je choisis maintenant l'hyperparamètre de standard scaler que je vais régler. Supposons que ça s'appelle n par exemple. Donc, je mets n et je mets les valeurs possibles que je veux régler. Voilà comment on peut faire. Donc, vous pouvez régler même les étapes, les hyperparamètres qui sont dans les étapes de pré-traitement. Pour ce projet, ce tutoriel, on va se contenter de régler les hyperparamètres de l'estimateur, donc de l'algorithme de machine learning. Une fois que j'ai créé mon dictionnaire de recherche, je vais maintenant créer un objet GridSearchCV que je vais appeler classifier JS. Donc, ça fait GridSearchCV. Il prend mon modèle, il prend mon dictionnaire param-grid, le scoring égale, moi je vais utiliser l'AUC, donc ROC, AUC. Donc, c'est les métriques possibles. D'accord? Vous pouvez mettre accuracy. En tout cas, vous mettrez le nom de votre métrique que vous voulez, la métrique d'évaluation qui va considérer. CV, c'est mon objet scaffold que j'ai défini précédemment. Njob égale à -1. Je vais utiliser toute la capacité de ma RAM. Et verbose, ça c'est optionnel même. C'est optionnel. D'accord? Une fois que j'ai défini mon objet, je vais l'entraîner. Classifier js.fit istrain y-train. Donc, je l'entraîne, il va faire la recherche et j'affiche les résultats. Donc, moi, je vais afficher les meilleurs hyperparamètres qu'il a trouvé. Donc, classifier js.bestparam. Voilà. Je vais afficher aussi le meilleur score qu'il a trouvé, dans le meilleur AUC qu'il a trouvé sur les données d'entraînement. Meilleur, je vais dire meilleur
AUC sur le train 7. Donc, ça fait classifier JS.bestScore. Score. Voilà. Et je fais pareil, meilleur, je vais dire meilleur AUC sur sur les données de validation. Donc, cette fois-ci, je vais calculer ça en bonne et due forme. Ça fait matrix ROC AUC score. Je prends YVal. Et je fais la prédiction classifier JS.predict sur les données de validation. D'accord? Donc, voilà, c'est bon. J'exécute. Donc, ce qui est normal, c'est que ça va prendre un peu de temps parce que il va faire combien de modèles? Il va faire 2 fois range de 7 à 11. Ça fait 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait, il y a 4 éléments. Donc, 2 fois 4, 8. 8 fois 3, 24. Et 24 maintenant fois 5. Parce que le nombre de plis, c'est 5. Donc, ça veut dire qu'il va construire 120 modèles. C'est 120 modèles qu'il va construire pour essayer de trouver les meilleurs hyperparamètres, le meilleur score et sur les données d'entraînement, sur les données de validation. Donc, 120 modèles. Donc, je mets pause à la vidéo et je reviens après l'exécution. Après environ 5 minutes, j'ai le résultat. Donc, je vous disais tantôt que ce code va exécuter en fait 120 modèles. Et c'est la moyenne des performances ici. Donc, meilleur AUC sur le train 7, c'est 0,78 et meilleur AUC sur les données de validation, c'est 0,63. Je conviens avec vous qu'il y a encore un as d'amélioration pour réduire en fait cet écart entre la performance sur les données d'entraînement et sur les données de validation. Donc, vous pouvez explorer différentes techniques pour traiter, je vais dire, ce petit overfitting-là. Donc, supposons que nous sommes satisfaits et nous voulons maintenant vérifier la performance sur les données de test que nous n'avons pas touchées depuis le début de ce tutoriel-là. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ma fonction performance evaluation report, tout simplement, qui va prendre mon modèle. Cette fois-ci, le meilleur modèle, il est déjà implémenté dans classifier JS. OK. Si je tape classifier JS ici, il prend déjà en son sein les meilleurs estimateurs. D'accord? Parce que dans Grid CCV, il y a en fait un argument refit égale true. Donc, refit égale true qui permettent en fait après la recherche des meilleurs hyperparamètres, de les utiliser en fait pour choisir, pour en fait utiliser les meilleurs hyperparamètres maintenant pour entraîner l'algorithme avec tout l'ensemble de données. Donc, soit je garde mon classifier JS, soit je peux faire ceci, je peux dire par exemple best model, je peux faire best model égale, pour être vraiment sûr, best model égale best estimator. D'accord, si j'affiche best model, voilà. Donc, c'est toujours mon pipeline là, modèle. OK? Voilà. Donc, et si je fais par exemple, pour vous montrer que c'est vraiment la même chose, si je fais, je peux calculer les prédictions et regarder si je retrouve ces mêmes valeurs. Mais je vais utiliser directement ma fonction performance evaluation report qui prend mon modèle. Cette fois-ci, j'utilise mes données de test. Donc, un dernier recours que j'utilise cette donnée-là. Labels égale, j'avais défini les labels. Show plots égale true et show peer curve égale true. J'exécute. Et là, il va me donner la performance sur mes données de test. Et regardez, vous avez la performance sur les données de test. La UC est égale à 0,78. Donc, c'est une 0,78 par rapport au 0,78 sur les données d'entraînement aussi. Donc, je n'ai pas d'overfitting à ce niveau. Donc, j'ai une bonne performance. Alors, pour finir, je dois enregistrer mon modèle. Supposons que je suis satisfait de ce modèle, je veux l'enregistrer. Pour ce faire, je dois importer la librairie JobLib et je vais utiliser cette librairie en fait pour enregistrer mon modèle. Donc, je fais JobLib
point dump, j'utilise la méthode dump, best model, je vais nommer ça classifier JS modèle.pkl, ou bien je le nomme tout simplement, voilà, je le nomme comme ça, d'accord, en tout cas, bien, je fais best modèle.pkl et j'exécute. Dans mon environnement de travail, il y a bestmodel.pkl qui est là. Donc, c'est mon modèle et c'est ce modèle que je vais intégrer dans une application web que nous allons construire dans la deuxième partie de ce tutoriel. Je peux recharger un modèle enregistré avec JobLib en faisant joblib.load. Donc, load, il suffit que je spécifie le chemin de mon fichier, donc de mon modèle. Voilà. Et je peux revérifier que j'ai les mêmes performances. Hein. Je peux faire la vérification. Ici, je remplace par mon modèle chargé, l'autre modèle. Vous allez voir que j'ai les mêmes performances. Loaded. Voilà. Si je regarde les statistiques, c'est les mêmes. Donc, c'est mon modèle enregistré est le même que mon modèle chargé. Et ça, il n'y a pas de problème. Pour finir, je vais vous montrer comment utiliser le modèle pour réaliser des prédictions. Je peux construire par exemple une fonction makePrediction qui prend en argument mon modèle, d'accord, et des features que je vais définir, que l'utilisateur va définir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prédictions, ça sera modèle.predict. Et là, feature, c'est une data frame, d'accord? Et je peux calculer aussi les probabilités. Donc, je peux dire, attention, probability égale modèle.predict proba. Features toujours. D'accord? Là, il va me sortir les probabilités. Et ces probabilités, je peux les arrondir. Je peux déjà faire x100 et les arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc ça, c'est optionnel, mais je préfère le faire comme cela. Donc, np round. Je fais x100 et j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Et cette fonction, elle va retourner prediction et probability. D'accord? Une fois que j'ai ça, on va supposer plutôt que j'ai de nouveaux clients dont je veux prédire leur statut. Et en tout cas, je veux prédire à l'avance s'ils seront un défaut de paiement ou pas. Donc, supposons que j'ai un échantillon de 5 personnes. Je vais prendre un échantillon aléatoire de mon Eastern pour faire cette simulation-là. D'accord, new data. Voilà, j'ai 5 nouveaux clients et je veux prédire s'ils seront en défaut de paiement ou pas. Et voici les informations. Cette data frame là, le premier, le montant qu'il a prêté, c'est 50 000. C'est un homme, éducation, université, etc. J'ai les informations. Je vais donc utiliser ma fonction makePrediction sur ces nouveaux. Donc, je vais faire makePrediction. J'utilise mon modèle chargé, d'accord, que j'avais enregistré, que j'ai chargé, et j'utilise mon new data. J'exécute. Et je vois que, effectivement, mon modèle retourne des prédictions. Donc, effectivement, ces personnes, 1, 2, 3, 4, 5, elles ne seront pas en défaut de paiement. Et les probabilités qu'elles ne soient pas en défaut de paiement, ici, c'est la première colonne. Donc, c'est 85, 66, 86. Donc, c'est de fortes probabilités. Le seuil, c'est souvent 50%, donc 0,5. Et voici les probabilités. Dans la seconde colonne contient les probabilités qu'elles sont en défaut de paiement. D'accord? Au lieu de prendre le somme, je vais prendre les premières valeurs et on pourra vérifier avec le Y. Si je prends le Y train read, d'accord, je prends aussi les 5 premières observations, j'aurai, comment on appelle, les vraies valeurs. Donc regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai exécuté ça? Le East train, voilà, et le Y train. D'accord, vous voyez, c'est les mêmes indices. Hein. Donc, ça veut dire que la première personne là, en fait, elle n'est pas en défaut de paiement. La deuxième personne aussi n'est pas en défaut de paiement, de même que la troisième personne d'indice 55. Et par contre, la quatrième personne là, d'indice 13, 346 est en défaut de paiement. Ok,
OK? Je vais voir si mon modèle va pouvoir bien faire les prédictions. Je regarde. Mon modèle prédit que tous ne sont pas en défaut de paiement. Donc, effectivement, un modèle n'est pas parfait. Il n'a pas bien prédit pour la quatrième personne. Dans la quatrième personne, la vérité, c'est qu'il sera en défaut de paiement. Mais mon modèle a prédit qu'il ne sera pas en défaut de paiement. Avec un pourcentage de défaut de paiement de 18,61. Voilà. Donc, voilà comment nous allons utiliser notre modèle au niveau de l'application web. Donc, place à la construction de cette application web dans la deuxième partie de ce tutoriel.